Bonjour et merci d'être avec nous pour cette édition. Le gouvernement et la plateforme des syndicats de fonctionnaires ont échangé hier pour trouver une solution à la grève lancée il y a quelques jours par l'intersyndicale. 8 membres du gouvernement, dont le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Pascal Abina, ont pris part aux discussions. L'objectif est de donner une suite concrète et satisfaisante aux revendications. La rencontre se poursuit aujourd'hui. Grâce Kandou. 8 ministres du gouvernement ont échangé ce jeudi avec les organisations syndicales de la fonction publique sur les différentes revendications liées à la grève entamée par les fonctionnaires et agents de l'État depuis le 9 janvier. Après des heures de discussion sur les points de revendication, des avancées sont à noter. Le gouvernement a fait un grand pas. Le gouvernement a concédé beaucoup de choses. Les syndicats ont présenté des revendications qui se résument à 6 points essentiels. Le capital décès, la jouissance de la pension de réversion pour le conjoint survivant, les allocations familiales, le capital décès. Sur ces 6 points qui ont été exposés, le gouvernement a cédé à 4 points. Donc, nous sommes dans une dynamique où nous pensons que nous avons avancé. Des efforts salués par la plateforme des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire, mais quelques points des revendications sont encore sur la table des négociations. Le stock des arriérés et la question des 150 points d'indice. Nous attendons que le gouvernement fasse des propositions. Et c'est le dernier point et nous pensons que nous aurons de bonnes nouvelles. Les discussions se poursuivent ce vendredi 20 janvier entre les membres du gouvernement et les organisations syndicales pour tenter d'apporter des réponses à ces différentes préoccupations. En justice, le Sofitel Hôtel Ivoire a servi de cadre hier à la 7e session du bureau exécutif de la Conférence des juridictions constitutionnelles d'Afrique, en abrégé CJCA. À l'ordre du jour, le bilan des activités de cette organisation et la recherche de voies et moyens en vue de fédérer dans un espace africain commun les juridictions chargées de veiller au respect de la Constitution. Mamadou Koné, vice-président de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, en abrégé CJCA, explique ce qui doit constituer le contenu de la 7e rencontre du bureau exécutif de l'organisation qui se tient cette année sur les bords de la lagune Ébrié. C'est une réunion qui se tient annuellement dans l'un des pays membres de la CJCA pour faire le point des activités qui ont été menées au cours de l'année 2016. La Côte d'Ivoire occupe la vice-présidence de la CJCA. À ce titre, le pays entend apporter aux côtés de ses pairs une contribution significative à l'organisation, avec pour objectif principal de promouvoir la justice constitutionnelle sur le continent. 34 pays constituent la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines. La CJCA se donne pour mission essentielle de fédérer les justices constitutionnelles africaines chargées de veiller au respect de la Constitution. Son siège se trouve à Alger depuis sa création en 2011. Elle est présidée par le Gabon. En bref et en images, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a effectué hier une visite à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Bruno Nabagné-Koné entend connaître les conditions de travail des structures sous sa tutelle. Il a visité également le siège du quotidien de presse Fraternité Matin et la maison d'édition Edipresse. Comment le crédit peut stimuler des activités dans un abattoir? Pour le savoir, on donne nous à Boaki. Des hommes au milieu des bœufs dans ce parc à bétail, chacun préoccupé par son activité. Transport de carcasses de bœufs, collecte de sang et d'excréments, bissimila ou égorgeur. Nous sommes à l'abattoir municipal de Boaké. Chacune de ces activités se fait en fonction de l'affinité entre acteurs. Nous, on travaille dans le sang. Le sang provient des bœufs. Les bœufs gorgés. Ici, on vient, on prépare pour sécher. Bon, le débat, c'est le débat qui est là. Quand on ramasse, on finit de ramasser de la salle, on vient, on fait la cuisson. La cuisson, on presse l'eau, on s'en sécher sur le carreau qui est de l'autre côté là-bas. Après avoir fini de sécher, on essaie de mettre dans un sac. Après cela, on essaie de peser pour que les clients viennent payer. On achète les trucs, les nez, les cornes, avec les bouchers. On revend avec les femmes.
Bon, ils prennent pour faire ça des soupes aussi. Bon, quand on les donne, c'est pas comme ils viennent acheter cash. On les donne, ils s'en vont vendre. Bon, le lendemain, ils envoient notre argent. Seul stimulant de ces activités, le crédit. On peut même faire de bonnes affaires pourvu qu'on sache choisir l'activité à mener. Dame Diakité, revendeuse d'organes d'animaux, est un exemple. Elle exerce à l'abattoir depuis environ 30 ans. Je vends ici. Je suis débrouillée un peu. Si tu es resté à la maison, ce n'est pas bien. J'ai construit à Dar es Salaam ici, à l'abattoir ici même. L'abattoir, plus un temple du bétail et de la viande, c'est aussi le lieu par excellence d'opportunités d'affaires pour de nombreux débrouillards en ces temps de vaches maigres. Ici à Abidjan, direction Koumassi, précisément à la cité Félix Houphouët-Boigny, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, en abrégé CNDH-CI, y a officiellement lancé avant-hier sa campagne de sensibilisation à l'éducation pour tous et l'école obligatoire. Le CNDH-CI bénéficie de l'appui du ministère de l'Éducation nationale pour cette opération dont le thème est « Scolarisons nos enfants, donnons-leur une chance ». Cité Félix Houphouët-Boigny. Charlotte, une habitante, fait partie du cercle restreint des têtes bien remplies de ce quartier cosmopolite. Moi, depuis mon enfance, je ne voulais pas aller à l'école. Aujourd'hui, j'ai grandi, je vois mes camarades dans les véhicules, ça me plaît beaucoup. Moi aussi, je vais devenir comme eux. C'est pour cela que je continue. En tout cas, je dois bosser dur. Charlotte n'aurait jamais éprouvé ce sentiment de fierté si elle n'avait pas été scolarisée. Permettre aux enfants d'aller à l'école pour leur garantir des lendemains meilleurs et contribuer au développement socio-économique du pays, c'est le message véhiculé à travers la campagne nationale de sensibilisation au droit à l'éducation et l'école obligatoire pour les enfants. Nous allons aborder la question des grossesses en milieu scolaire. Nous allons surtout parler du maintien de l'enfant à l'école. Et voilà un peu cette campagne qui est lancée aujourd'hui à Koumassi. Et après l'étape de Koumassi, nous allons nous rendre à Nation, ensuite à Orofla et à Sirasso pour passer ce message. L'école obligatoire est clairement citée dans la Constitution du 8 novembre 2016 en son article 10. Pour s'assurer de son application, le gouvernement a mis en place une politique. Elle consiste à mettre progressivement à la disposition des populations des infrastructures scolaires, des personnels d'enseignement et d'encadrement qualifiés avant la fin 2025. On a vu qu'il y a eu un taux d'accroissement des inscriptions au CP1 de 10% en moyenne. Ça veut dire que la loi a eu des effets déjà. Mais l'impact, c'est à moyen et à long terme. Salimata Sanogo et Véronique Saï, toutes deux parentes d'élèves, ont bien perçu le message de sensibilisation. Elles entendent le relayer dans tous les recoins de leur cité. Quand les enfants réussissent à l'école, ça soulage les parents. Parce que financièrement, ils t'aident. Donc mettre un enfant à l'école, c'est utile pour la société. Mon premier fils, il était en classe de terminale. Pour rien comme ça, il dit qu'il ne va pas à l'école. Je l'ai ramené à la raison. Et il a repris l'école, il a eu son bac, il a fait la grande école, il allait là, il cherche un stage. La campagne nationale de sensibilisation au droit à l'éducation va durer de janvier à février. Au cours de cette période, des missions vont sillonner 28 régions de la Côte d'Ivoire pour relever le défi de la scolarisation. À l'étranger, aux États-Unis, Donald Trump, 45e président élu, va prêter serment aujourd'hui, vendredi 20 janvier. Il est arrivé hier à Washington en compagnie de son épouse, ses enfants et ses petits-enfants. À la veille de la passation de pouvoir, c'est-à-dire hier, Donald Trump a promis de rassembler les Américains. Un peu plus loin, en Gambie, après avoir franchi hier la frontière, les troupes ouest-africaines ont suspendu leur intervention pour une dernière tentative de médiation avec le président Yaya Jammeh. Elle sera menée aujourd'hui par le président guinéen Alpha Condé qui va tenter de convaincre Yaya Jammeh de quitter le pouvoir. Ce dernier aura jusqu'à midi pour accepter. Hier, le président élu Adama Barrow a prêté serment à l'ambassade de Gambie au Sénégal. Gabriel Zani. De pouvoir se rendre dans son pays pour des raisons de sécurité. Adama Barrow, le président élu de la Gambie, a prêté serment dans les locaux de l'ambassade de son pays à Dakar au Sénégal ce jeudi.
Adama Barrow, dans la capitale sénégalaise depuis quelques jours à la demande de la CEDEAO, a été investi devant plusieurs diplomates occidentaux et africains, parmi lesquels l'on compte le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Kambas. Une sobre cérémonie d'investiture retransmise sur la chaîne publique sénégalaise RTS. La date est donc respectée ce jeudi 19 janvier pour l'investiture du nouveau président gambien Adama Barrow, vainqueur de la présidentielle du 1er décembre 2016. Adama Barrow a appelé l'armée gambienne à rester dans ses casernes. Mais à Banjul, en Gambie, Yaya Jammeh campe toujours sur ses positions et refuse de céder le pouvoir, malgré l'expiration de son mandat mercredi 18 janvier à minuit. Dans la soirée du mercredi, la Mauritanie a initié une dernière négociation. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz s'est rendu à Banjul pour tenter une dernière fois de faire fléchir Yaya Jammeh. Une médiation restée pour l'heure infructueuse. Et la situation entre Yaya Jammeh et la communauté africaine se gèle davantage. La Gambie ne peut avoir de président. Postés à la frontière sénégalaise, des troupes ouest-africaines sont prêtes à intervenir sur ordre de la CEDEAO. L'organisation avait envisagé le recours à la force. Dans ce climat d'incertitude politique et sociale, des milliers de civils et de touristes quittent Banjul, la capitale gambienne. En sport, football, Coupe d'Afrique des Nations 2017. La journée d'hier était dans un premier temps consacrée à la rencontre entre le Sénégal et le Zimbabwe. Le match s'est soldé par la victoire du Sénégal par 2-0. Vous pouvez voir en image les buts de la rencontre. Deuxième temps fort de la journée d'hier, la victoire de la Tunisie face à l'Algérie par 2-1. Sébastien Rougnet nous fait revivre ces moments. Après une première mi-temps riche en actions offensives, mais pauvre en but, la deuxième mi-temps a observé le même rythme avec plus de précision pour la Tunisie. La pression exercée par Youssef Msakni oblige Aïssam Mendy à marquer contre son camp. L'Algérie multiplie les erreurs. Cette fois, c'est au tour de Goulam. Il a oublié qu'il était très loin de son gardien de but. Mauvaise tête. La suite, c'est le pénalty qu'il provoque. Naim Sliti se charge de le transformer. Dans les 5 minutes de temps additionnel, Sofiane Ani donne de l'espoir à l'Algérie. Il marque un but de toute beauté, mais un but qui arrive trop tard. 2-1 pour la Tunisie. Le duel Algérie-Tunisie tourne à l'avantage de l'équipe dirigée par Henri Kasper-Jacques. La Tunisie garde ses chances de qualification pour le deuxième tour. Et sachez qu'aujourd'hui, vendredi au Gabon, la Côte d'Ivoire affronte la République démocratique du Congo. Le Maroc sera face au Togo. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci.